Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous plongeons dans le passé pour que vous vous endormiez facilement et utilement. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air tout de suite, car à la fin de la leçon, vous serez profondément endormi. Fermez les yeux. L'histoire commence déjà. Depuis des siècles, l'humanité craint des êtres qui reviennent du monde des morts. L'image du vampire est sans doute l'un des exemples les plus frappants et terrifiants de cette peur ancienne. Mais si aujourd'hui les vampires sont des personnages de romans, de films et de séries, dans le passé, ce étaient des créatures auxquelles les gens croyaient très sérieusement. Ils étaient perçus comme la cause de maladies, d'épidémies et de malheurs. On les craignait au point que les morts étaient souvent enterrés avec une précaution particulière, essayant d'empêcher leur retour. D'où vient donc cette peur inhabituelle, et pourquoi les vampires ont-ils pénétré si profondément dans notre conscience? Le sang a toujours été perçu par l'humanité comme quelque chose de sacré et en même temps de terrifiant. Il symbolisait la vie et l'énergie. C'est pourquoi les êtres capables de sucer le sang représentaient une menace directe pour l'existence même de l'homme. Les psychologues expliquent l'apparition du mythe des vampires par une peur profonde de la perte des forces vitales et du contrôle sur sa propre vie. Les mythologues affirment quant à eux que l'image des créatures sanguinaires est née comme une tentative d'expliquer l'inexplicable, les morts subites, les épidémies, les maladies mystérieuses et la peur de l'inconnu dans l'au-delà. Il est intéressant de noter que dans différentes cultures du monde, les vampires sont apparus indépendamment les uns des autres, acquérant diverses caractéristiques tout en conservant une base commune, le lien avec la mort et l'activité nocturne. D'où l'image du chasseur nocturne revenant du monde des morts. Au cours de notre conférence d'aujourd'hui, nous suivrons l'évolution de l'image des vampires à travers différentes cultures et époques. Nous plongerons dans les mythes slaves et roumains. Nous ferons connaissance avec la figure historique de Vlad Tepes, qui est devenu le prototype du célèbre Dracula, et nous découvrirons comment les gens ont tenté de lutter contre les vampires dans la réalité, des rituels paysans aux enquêtes policières officielles. La conférence d'aujourd'hui aidera à mieux comprendre ce phénomène, montrant que le vampirisme n'est pas seulement une peur et une superstition, mais aussi un reflet des aspects culturels, historiques et même médicaux de l'existence humaine. Le phénomène du vampirisme est plus ancien qu'il n'y paraît au premier abord. La peur des êtres qui boivent le sang des vivants a des racines si profondes qu'elles remontent au tout début de la civilisation humaine. Déjà, les anciens Sumériens, qui peuplaient les terres entre les rivières il y a des milliers d'années, croyaient en des esprits et des démons revenant de l'au-delà pour tourmenter les vivants et leur voler leurs forces. Parmi eux se distinguaient particulièrement des créatures appelées Ekimu et Utuku, de sombres fantômes incorporels, de personnes décédées qui ne pouvaient trouver le repos et erraient la nuit à la recherche des forces vitales des vivants. Ils étaient considérés non seulement comme des symboles de la mort, mais comme de réelles menaces contre lesquelles il fallait se protéger par des rituels et des incantations. L'image des créatures sanguinaires dans la culture de l'Égypte ancienne est particulièrement impressionnante, où les récits mythologiques s'entremêlent souvent avec l'histoire réelle. L'un des exemples les plus marquants est l'histoire de la déesse Sekhmet, puissante guerrière et fille du dieu solaire Ra. Selon le mythe ancien, l'humanité avait tellement irrité les dieux que Ra décida de la punir, en envoyant sur terre sa fille, Sekhmet. Cette déesse avait une tête de lionne et se distinguait par une cruauté exceptionnelle
et un tempérament indomptable. Sekhmet commença, avec fureur, à exterminer les humains, versant leur sang et le buvant sans pitié. Et bientôt, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction totale. Le dieu Ra, réalisant toute l'horreur destructrice de sa propre fille, décida de l'arrêter. Mais cela s'avéra difficile. Sekhmet s'était enivré de sang et n'avait pas l'intention de mettre fin à son œuvre mortelle. Ra eut alors recours à la ruse. Il ordonna de remplir les champs d'une énorme quantité de bière teintée en rouge sang, afin qu'elle ressemble à du sang frais. En voyant cette mer de boisson, Sekhmet la prit pour du sang et commença à en boire avidement. Enivrée, elle oublia son but et finit par s'endormir. Ainsi, l'humanité échappa à l'anéantissement total. Cette légende est remarquable en ce sens que le sang n'est pas simplement un liquide, mais le symbole même de la vie. L'absorption du sang par la déesse Sekhmet exprimait la peur des gens face à la colère des dieux, aux maladies et à la mort inévitable. Dans cette histoire, on peut déjà percevoir de nombreuses caractéristiques qui se confirmeront par la suite dans l'image classique du vampire. La soif de sang comme reflet de la soif de vie, une force à laquelle il est impossible de résister, et la nécessité de moyens magiques particuliers pour se protéger. Ainsi, dès l'Antiquité, bien avant l'apparition des images de vampires plus connues, l'humanité avait imaginé des créatures sanguinaires qui reflétaient ses peurs et croyances profondes. L'étude de ces racines anciennes permet de mieux comprendre pourquoi, par la suite, les légendes sur les vampires ont acquis une telle popularité et sont devenues l'une des images les plus durables dans la culture. Maintenant que nous avons exploré les origines anciennes du vampirisme, nous allons nous plonger dans le monde de la Grèce et de Rome antique, où les créatures sanguinaires ont acquis de nouvelles caractéristiques encore plus sombres et dramatiques, alors que dans les cultures du Moyen-Orient, les êtres ressemblant à des vampires étaient perçus comme des démons et l'incarnation de la colère divine. Dans la Grèce antique, ces images prennent des traits beaucoup plus familiers pour l'homme moderne. Ici apparaissent des créatures dotées de destins tragiques et de caractères complexes. Parmi elles, on trouve particulièrement l'Empoussa, la Lamie et le Strix, des prototypes anciens de vampires, dont les histoires sont remplies d'horreur, de tristesse et de mystères mystiques. Dans la mythologie grecque, l'Empoussa était un être démoniaque, messagère de la déesse Hécate, capable de changer d'apparence et d'apparaître devant les voyageurs sous les traits d'une belle jeune fille, les séduisant pour boire leur sang et siphonner leur force vitale. De tels récits reflétèrent la peur ancienne des gens face à l'inconnu, des chemins nocturnes qui recélaient le danger de la mort et de la perte des forces vitales. Mais l'histoire de la Lamie est encore plus intéressante et tragique. Autrefois, elle était une belle reine de Libye, aimée de Zeus, mais cruellement punie par la jalouse déesse Héra. Ayant perdu ses enfants, tuée sur ordre de la déesse en colère, Lamie sombra dans la folie à cause de son chagrin et de sa douleur. Son désespoir se transforma en une rage monstrueuse et elle commença à chasser les enfants des autres, siphonnant leur sang dans l'espoir d'apaiser, ne serait-ce qu'un instant, sa douleur infinie. La légende raconte que Lamie devint une démone aux habitudes sanguinaires, capable de prendre l'apparence d'une femme pour mieux trouver ses victimes. Cette image tragique reflète non seulement la peur des gens face au surnaturel, mais aussi l'horreur profonde de la perte de proches, qui peuvent revenir sous la forme d'êtres cruels, apportant mort
et souffrance. Dans la mythologie romaine, il existait une image sanguinaire proche des vampires. Le Strix était une créature sous la forme d'un oiseau terrifiant, avec d'énormes griffes, se nourrissant du sang des nourrissons. C'est du nom de cette créature que dérive plus tard le terme strigoi, désignant les vampires en Europe de l'Est. Les Romains croyaient que les Strix apparaissaient la nuit et enlevaient les enfants des gens pour se nourrir de leur sang et de leur force vitale. Des rituels de protection spéciaux étaient effectués contre eux, consistant à suspendre des amulettes protectrices autour de la maison et à réciter des incantations spécifiques. Ainsi, dès l'Antiquité, plusieurs aspects clés des futures légendes sur les vampires commencent à se former. Il s'agit de la séduction de la victime, des attaques nocturnes, du vampirisme et même de la tragédie qui sous-tend la transformation de l'homme en monstre. Les images de l'Empousa, de la Lamie et du Strix sont devenues des prototypes essentiels pour la création des mythes ultérieurs sur les vampires, qui se sont répandus à travers l'Europe et sont devenus une partie du patrimoine culturel de l'humanité. Maintenant que nous avons examiné les racines antiques des légendes vampiriques, nous allons nous tourner vers des traditions slaves plus proches de nous, vers le monde des Vourdalaks et des Strigoi, où les mythes se croisent avec les peurs réelles et les pratiques de la vie quotidienne des gens de cette époque. Dans la culture slave ancienne, le vampirisme a pris des traits particulièrement vifs et singuliers, se matérialisant sous l'image que nous connaissons sous le nom de Vourdalak. Cependant, les conceptions de nos ancêtres différaient fortement de celles du vampire romantisé et élégant, auquel l'homme moderne est habitué. Le Vourdalak n'était pas une créature raffinée et mystérieuse, se cachant derrière l'apparence d'un aristocrate. C'était une figure terrifiante et négligée d'un homme mort, revenant de sa tombe pour tourmenter et tuer ses proches, détruisant l'ordre de vie habituel dans les villages et les établissements. Les slaves croyaient qu'un homme pouvait se transformer en Vourdalak s'il mourait d'une mort soudaine et impure. Un suicidé, un criminel exécuté, une victime d'une terrible maladie ou quelqu'un mort de manière violente. Les personnes décédées, sans les rites funéraires nécessaires, ou celles maudites de leur vivant, étaient également considérées comme tout aussi dangereuses. Les habitants des villages et des établissements craignaient désespérément ce retour des morts et avaient donc élaboré toute une série de rituels pour se protéger, eux et leurs familles, des visites de tels invités indésirables. L'un des faits les plus intéressants est que les slaves avaient des pratiques d'inhumation particulières, visant à prévenir la transformation du défunt en Vourdalak. Les corps des personnes soupçonnées de pouvoir se relever étaient spécialement enterrés face contre terre, croyant ainsi que le défunt perdrait son orientation et ne pourrait pas sortir de sa tombe. De plus, pour garantir l'impossibilité de résurrection, on plaçait des pierres dans la bouche des morts. On mettait des lourdes plaques sur leur poitrine, où on transperçait leur cœur avec un pieu en aspen, les maintenant ainsi symboliquement dans le monde des morts. De telles inhumations sont retrouvées par les archéologues à travers toute l'Europe de l'Est jusqu'à aujourd'hui, ce qui confirme une fois de plus à quel point ces peurs étaient réelles. Il est intéressant de noter que les slaves étaient convaincus que si le défunt se transformait en Vourdalak, il venait la nuit à son ancien domicile et demandait à être laissé entrer avec une voix ressemblant à celle d'un humain. Ceux qui cédaient à la pitié et ouvraient la porte attendaient un destin terrible, maladie, mort et inévitable transformation en un monstre similaire.
Cet élément conférait une force effrayante particulière aux légendes slaves, les rendant encore plus vivantes et convaincantes. Cependant, ces superstitions et rituels n'étaient pas simplement du folklore. Ils devenaient si sérieux qu'ils attiraient parfois l'attention des autorités officielles. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en Serbie au début du XVe siècle. Il s'agit d'un épisode documenté, connu sous le nom de l'affaire d'Arnold Pauli. En 1726, dans le village serbe de Medveja, un paysan nommé Arnold Pauli est décédé. Peu de temps après sa mort, plusieurs habitants locaux ont commencé à mourir d'une étrange maladie inconnue. Les villageois ont décidé que tout cela était de la faute d'Arnold, revenu d'entre les morts et attaquant les vivants. La peur est devenue si répandue que les autorités locales se sont tournées vers les fonctionnaires autrichiens, qui ont officiellement enquêté sur ce qui s'était passé. La commission arrivée a procédé à l'exhumation de la tombe d'Arnold et, selon les rapports, a constaté que son corps n'était pas du tout décomposé et qu'il y avait même du sang frais sur ses lèvres. Pour apaiser les gens et mettre fin à la panique, le corps d'Arnold Pauli a été transpercé avec un pieu en bois, puis brûlé. Plus tard, un sort similaire a frappé plusieurs autres tombes suspectes. Ce cas a été largement couvert par la presse européenne du XVe siècle et est devenu l'un des premiers exemples d'enquête officielle sur le vampirisme par les autorités européennes. Ainsi, l'image slave du Vourdalak et les histoires réelles sur de telles créatures étaient loin de la romance et du mystère des légendes modernes sur les vampires. Au contraire, elles reflétèrent les peurs quotidiennes des gens ordinaires face à la mort, aux maladies et aux phénomènes nocturnes mystérieux qu'ils ne pouvaient expliquer autrement. Maintenant, après avoir étudié les conceptions anciennes et slaves, nous nous dirigerons plus loin en Europe de l'Est, vers les terres de la Transylvanie et de la Roumanie, où la mythologie du vampirisme a acquis des traits particuliers et uniques. La Roumanie est un pays à la croisée des chemins, des cultures et des religions, où l'instabilité et les guerres ont longtemps régné, engendrant pauvreté et épidémies fréquentes. Les gens vivaient dans une peur constante de la mort soudaine, des maladies et de phénomènes mystérieux pour lesquels ils ne pouvaient trouver d'explication logique. C'est dans de telles conditions que le mythe des Strigoi est apparu et s'est développé. Ce n'étaient pas de simples vampires, mais des êtres représentant des morts vivants ou des âmes maudites, condamnées après leur mort à revenir pour boire du sang et terroriser leurs proches. On disait souvent que devenaient Strigoi ceux qui, de leur vivant, étaient méchants, cruels ou maudits, ainsi que ceux dont la mort était prématurée ou violente. Les Roumains étaient convaincus que les Strigoi ne se contentaient pas de boire du sang, mais qu'ils possédaient également des pouvoirs surnaturels. Ils étaient capables de se transformer en animaux, de contrôler la météo et de provoquer des maladies. La force de l'image du Strigoi en Roumanie s'explique par le fait que ce mythe est né en étroite relation avec la vie quotidienne des villages, où les gens devaient littéralement faire face chaque jour à des menaces imprévisibles. Chaque maladie soudaine, chaque mort inattendue ou chaque mauvaise récolte pouvait être perçue comme le résultat d'une malédiction d'un Strigoi. Dans de telles conditions, la peur des vampires s'enracinait profondément dans la vie quotidienne, donnant naissance à de nombreuses légendes et paraboles qui étaient transmises de génération en génération, renforçant ainsi la croyance en l'existence des Strigoi et les rendant une partie intégrante du folklore local. L'une de ces histoires traditionnelles
bien connue des habitants des villages roumains, s'appelle la nuit du retour du Strigoi. Elle se déroule ainsi. Un jour, dans un lointain village roumain, un vieux meunier est décédé. De son vivant, il était un homme peu aimé, avare et cruel. C'est pourquoi les gens craignaient qu'après sa mort, il ne trouve pas le repos et revienne en tant que Strigoi. Lorsque le meunier a été enterré, les habitants du village ont attendu 3 nuits, écoutant chaque bruit et craignant l'apparition du défunt. Les 2 premières nuits se sont écoulées paisiblement. Mais la 3e nuit, lorsque la lune était pleine, un fort vent s'est levé dans le village et les chiens ont commencé à aboyer sans raison. Les gens ont immédiatement compris que le mort était revenu. Le village a sombré dans la panique. Tout le monde s'est caché chez soi, accrochant de l'ail aux portes et aux fenêtres. Seul le forgeron, le plus courageux des villageois, a osé sortir à sa rencontre. Armé d'un pieu en bois de saule et d'une croix en fer, il s'est dirigé vers le cimetière. Là, à la lumière de la lune, le forgeron vit le tumulus funéraire s'agiter. La terre s'écartait lentement et une main du défunt apparut. Il regardait avec horreur le mort se lever de sa tombe. Son visage était pâle et ses yeux brillaient d'une lueur terrifiante. Surmontant sa peur, le forgeron s'élança en avant et transperça le Strigoi avec le pieu en bois de saule directement dans le cœur. Celui-ci poussa un cri terrible et s'effondra de nouveau dans la terre. Le matin, les paysans trouvèrent la tombe ouverte et le corps du meunier, immobile, avec le pieu en bois de saule enfoncé dans la poitrine. Depuis ce jour, il ne revint plus jamais troubler les habitants du village. De telles histoires et récits ont été transmis parmi les Roumains pendant des siècles, renforçant la peur des créatures mystérieuses et soulignant la nécessité de respecter strictement les rituels de protection. C'est pourquoi le Strigoi en Roumanie n'est pas simplement un mythe, mais une partie de la mémoire collective, des traditions et des croyances qui perdurent jusqu'à nos jours. Maintenant que nous avons examiné l'image roumaine des Strigoi et des Vurdolac slaves, nous allons passer à la prochaine partie de notre conférence, où nous découvrirons une personnalité historique qui est devenue le prototype du vampire le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, Vlad l'Empaleur, connu sous le nom de Dracula. Lorsque nous parlons du célèbre Dracula, nous imaginons souvent un vampire en tant qu'aristocrate sombre, héros du roman légendaire de Bram Stoker. Mais avant que le personnage littéraire n'émerge, il y avait un homme réel, un prince dont le nom inspirait la terreur chez ses contemporains et qui est devenu la base des histoires les plus effrayantes d'Europe. Cet homme était Vlad Pempăști, le dirigeant d'un petit principauté de Valachie sur le territoire de la Roumanie moderne. Vlad était né en 1431 dans la ville transylvanienne de Sighișoara. Son père, le prince Vlad Dăjdu, était membre d'un mystérieux ordre du Dragon, créé pour lutter contre l'avancée de l'Empire ottoman. C'est grâce à l'appartenance de son père à cet ordre que Vlad a reçu son célèbre surnom de Dracula, qui signifiait littéralement « fils du dragon ». Cependant, ce nom a rapidement pris un tout autre sens, devenant un symbole d'horreur et de cruauté, car plus tard, Vlad a reçu un autre surnom, Țepeș ou l'Empaleur, et c'est celui-ci qui s'est ancré dans l'histoire comme une caractéristique clé de sa personnalité. L'enfance et la jeunesse de Vlad se sont déroulées dans des conditions difficiles, marquées par une lutte politique constante. Alors qu'il était encore enfant, lui et son frère furent envoyés en otage à la cour du sultan ottoman, où il passa plusieurs années. Ces années furent parmi les plus difficiles de sa vie. Vlad était constamment menacé de mort
d'humiliation et de violence. Une telle enfance a inévitablement marqué sa personnalité, le rendant renfermé, sévère et méfiant. De retour chez lui, il a fermement retenu une leçon principale. Un dirigeant doit être fort, cruel et impitoyable, sinon il deviendra la victime de ses ennemis et de la trahison. La situation politique autour de la Valachie, à cette époque, explique également, en grande partie, la cruauté de Vlad. Le principauté se trouvait à la croisée des intérêts de deux puissants États. L'Empire ottoman, cherchant à étendre ses possessions vers le nord, et le royaume de Hongrie, tentant de renforcer ses positions au sud. Pour maintenir son pouvoir et son indépendance dans de telles conditions, Vlad a été contraint de recourir à la cruauté et à l'intimidation comme outil politique, et il a maîtrisé cet outil à la perfection. La caractéristique la plus connue, et en même temps la plus terrifiante du règne de Vlad, fut l'exécution par empalement. Cette méthode de punition n'était pas une invention du prince lui-même. Elle avait été utilisée avant lui. Mais c'est Vlad qui a transformé cette exécution en un outil d'influence politique et d'intimidation de ses adversaires. Les chroniques décrivent un épisode célèbre survenu en 1462, lorsque le sultan Mehmed II envoya une immense armée en Valachie, dans le but de conquérir le principauté. Pour terroriser l'armée qui approchait, Vlad ordonna d'exécuter et d'empauler des prisonniers turcs capturés, exposant leurs corps le long des routes menant à la capitale. Cette terrible forêt de pieux choqua tellement l'armée turque qu'elle fit demi-tour et se retira, considérant Sépech comme un fou dangereux avec lequel il valait mieux ne pas s'engager. Mais la cruauté de Vlad ne se manifestait pas seulement envers les ennemis extérieurs. Sa rigidité et sa sévérité devinrent sa méthode de gouvernance à l'intérieur du principauté. Il punissait sévèrement tous ceux qu'il considérait comme des traîtres, des voleurs ou des conspirateurs. Par exemple, des témoignages attestent qu'un jour, Vlad invita à un banquet des boyards qu'il soupçonnait de complot, et juste après le banquet, il les fit exécuter par empalement. Cette cruauté était une politique délibérée d'intimidation. Selon Vlad, seule la peur pouvait garantir l'ordre et l'unité dans son petit principauté. Il est important de noter un aspect peu connu. La cruauté de Vlad n'était ni un accident ni un caprice sadique. Elle faisait partie d'une stratégie politique soigneusement élaborée. Dans la situation géopolitique complexe des Balkans au XIe siècle, où chaque petit principauté devait naviguer entre de grands empires, la peur était pour Vlad son principal outil de pouvoir et la clé de sa survie. Les sultans, les rois hongrois, les boyards locaux, tous devaient craindre le prince au point de ne même pas envisager la trahison ou l'invasion de ses terres. Vlad ne pouvait se permettre la faiblesse, sinon son principauté serait inévitablement devenue la proie de voisins plus puissants. Ainsi, le véritable Vlad Sépech n'était pas simplement un tyran cruel, comme l'ont dépeint les chroniqueurs ultérieurs et les auteurs de pamphlets, mais un produit d'une époque brutale, où seules des mesures extrêmes pouvaient garantir la survie politique. C'est cette figure, empreinte de tragiques contradictions et d'une cruauté terrifiante, qui est devenue par la suite la base de la création du Dracula littéraire, dont la renommée a éclipsé la réalité. Mais avant de passer au Dracula littéraire, examinons comment exactement Bram Stoker a transformé cette personnalité historique en l'image de vampire la plus reconnaissable et célèbre de la culture mondiale. C'est son roman Dracula, publié en 1897, qui a définitivement changé la perception du prince Valak, le transformant en l'un des monstres littéraires les plus célèbres de tous les temps. Mais comment exactement
Stoker a-t-il transformé le cruel prince du XVe siècle en un sombre et mystérieux conte vampire? Beaucoup ont tendance à penser que Vlad Tepes était la seule et directe source d'inspiration pour Stoker. Cependant, la réalité est bien plus intéressante et complexe. En réalité, en créant son célèbre Dracula, il a utilisé plusieurs mythes et légendes européens peu connus, qu'il a habilement combinés en une seule image. Par exemple, il est connu que dans sa bibliothèque personnelle se trouvait le livre de William Wilkinson, Rapport sur les principautés de Valachie et de Moldavie, publié en 1820. C'est dans ce livre que Stoker a rencontré pour la première fois le nom de Dracula et des informations succinctes sur les cruautés de Vlad, mais l'auteur s'est plongé plus profondément dans la mythologie européenne qu'il n'y paraît au premier abord. Moins évident et intéressant est le fait que la création de son célèbre personnage a été inspirée non seulement par des légendes roumaines, mais aussi par d'anciens mythes irlandais qui faisaient partie de sa culture natale. Dans le folklore irlandais, il existait des créatures suceuses de sang, similaires aux vampires, des êtres connus sous le nom de « rouges sanglants ». Selon la légende, elle était une belle femme trahie par ses proches et son bien-aimé. Et après sa mort, elle revenait pour se venger en se nourrissant du sang des vivants. Cette image d'une créature romantique, mais en même temps terrifiante, apportant la mort à cause d'un amour tragique et d'une vengeance, a également eu une influence significative sur la formation du personnage de Dracula. En plus du folklore, Stoker s'est activement servi d'informations sur la mystérieuse et énigmatique Europe de l'Est qui fascinait tout le monde occidental au XIXe siècle. L'écrivain n'a jamais visité la Roumanie personnellement. C'est pourquoi la description des lieux et des détails était le fruit de son imagination, inspirée par les histoires exotiques des voyageurs de l'époque. Pour les habitants de l'Angleterre victorienne, la Roumanie était un pays de mystiques et de sombres superstitions, ce qui convenait parfaitement à la création d'un roman gothique. C'est cette perception d'un pays exotique qui a rendu l'image de Dracula si attrayante et convaincante pour le lecteur occidental. La combinaison de détails historiques sur la vie du cruel prince Vlad, des légendes anciennes sur des créatures sanguinaires, issues des contes irlandais et du sombre charme de l'Europe de l'Est, a aidé Stoker à créer une image littéraire unique et profonde de Dracula. Cette image n'est non pas d'une seule source, mais d'un ensemble de légendes, de détails historiques et des fantasmes personnels de l'auteur, s'est révélée si frappante qu'elle est devenue l'une des images les plus reconnaissables et influentes de la culture moderne. Le XVe siècle est devenu l'époque de l'apogée de ce que les historiens appelleront plus tard l'hystérie vampirique. À cette époque, la croyance aux vampires a atteint son paroxysme, se transformant d'une peur locale dans certains villages en un véritable phénomène pan-européen, touchant de vastes régions de l'Europe de l'Est et des Balkans. Les gens, en proie à la panique, exhumaient massivement des corps, brûlaient des cadavres et transperciant les défunts avec des pieux en bois de tremble, tentant d'arrêter cette mystérieuse épidémie de vampirisme. Il semblait que ce phénomène étrange et effrayant échappait à tout contrôle, poussant non seulement les habitants locaux, mais aussi les savants, médecins et prêtres européens de l'époque à réfléchir sur la véritable nature de ces événements. Aujourd'hui, il peut nous sembler étrange que l'image du vampire ait été prise si au sérieux par l'Europe de l'époque des Lumières. Cependant, il est important de comprendre que le XVe siècle
était une période de profonds changements et d'inquiétude. En Europe, des épidémies de peste et de tuberculose sévissaient. Des maladies mystérieuses et des morts soudaines devinrent une réalité quotidienne. Les gens, dépourvus de connaissances scientifiques, percevaient ces phénomènes comme quelque chose de surnaturel, et c'est précisément les vampires qui leur offraient une explication idéale aux morts mystérieuses et à la propagation des maladies. Dans les Balkans et dans les villages d'Europe de l'Est, où la médecine et la science étaient peu accessibles, les gens cherchaient des réponses à leurs peurs, précisément dans le surnaturel. Cette panique de masse a pris une telle ampleur qu'elle a même suscité l'intérêt des autorités des grands États européens. Par exemple, l'impératrice Marie-Thérèse a été contrainte de publier personnellement un décret interdisant l'exhumation arbitraire des tombes sans autorisation officielle des autorités. Les gouvernements étaient préoccupés par le fait que l'hystérie autour des vampires ne se contentait pas de propager le superstitieux, mais provoquait également des troubles publics et de la panique. L'un des événements les plus intéressants et emblématiques, illustrant toute la gravité de l'attitude envers les vampires au XVe siècle, fut la publication d'un ouvrage unique par le moine et érudit français Augustin Calmette, un traité sur les apparitions de esprits et de vampires. Augustin Calmette n'était pas un homme superstitieux, c'était un moine bénédictin éduqué et un savant qui a décidé d'explorer sérieusement les nombreuses rumeurs concernant l'apparition de vampires en Europe. Calmette a rassemblé de nombreux témoignages de témoins oculaires, étudié des rapports des autorités, examiné les circonstances de morts étranges et même assisté à certaines exhumations. Bien que son objectif ait été de tenter d'expliquer rationnellement le phénomène du vampirisme, son travail a eu l'effet inverse. Au lieu de rassurer les gens, le traité sur les apparitions de esprits et de vampires, publié en 1746, n'a fait qu'accroître l'intérêt et les sentiments de panique parmi les Européens. Le livre de Calmette est devenu un véritable best-seller de son époque, réédité à maintes reprises et traduit en plusieurs langues. Les gens étaient impressionnés par le fait qu'un haut dignitaire de l'Église ne niait pas la possibilité de l'existence des vampires, mais se contentait de poser prudemment la question de la nécessité d'une étude approfondie de ce phénomène. Il n'affirmait pas que les vampires existaient avec certitude, mais ne les niait pas complètement non plus, proposant diverses explications rationnelles et médicales aux étranges cas de retour des morts. Aujourd'hui, les historiens estiment que la plupart des soi-disant cas de vampirisme étaient liés à des maladies peu étudiées, telles que la tuberculose, la catalepsie et diverses épidémies de peste. Par exemple, les victimes de la tuberculose apparaissaient extrêmement pâles, perdaient rapidement leurs forces et s'éteignaient sous les yeux de leurs proches, ce qui était perçu comme le résultat de visites nocturnes de vampires. La catalepsie, un état pathologique ressemblant extérieurement à la mort, était également une des raisons pour lesquelles des personnes pouvaient sembler revenir à la vie dans leur tombe, créant ainsi des légendes sur des morts qui revenaient. C'est précisément de telles maladies, provoquant des épidémies et des morts soudaines, qui engendraient une hystérie de masse que l'on expliquait par l'apparition de vampires. En parlant de catalepsie, il s'agit d'un état dans lequel une personne semble extérieurement absolument morte, alors qu'elle est en réalité dans un profond engourdissement. Il convient de rappeler quelques exemples réels qui ont engendré de nombreuses superstitions. Aux IXe et Xe siècles, des cas ont été régulièrement documentés où des personnes, enterrées vivantes en raison d'une mort déclarée par erreur, revenaient-elles dans leur cercueil.
De tels événements renforçaient la peur collective du retour des morts et semblaient confirmer la réalité du vampirisme. L'histoire la plus connue est celle d'Angelo Hayes, originaire de France à la fin du Xe siècle, qui, souffrant de catalepsie, a été prématurément déclaré mort et enterré. Quelques jours plus tard, des membres de la famille, pris de doute, décidèrent de vérifier la tombe. Le cercueil fut ouvert, et ils découvrirent que le défunt était vivant et revenait progressivement à lui. Ce cas a eu un impact si fort qu'en Europe, des cercueils spéciaux avec un système de sécurité ont commencé à être utilisés. Des clochettes étaient installées au-dessus des tombes, reliées à la main du défunt par une corde. Une personne déclarée morte par erreur et s'éveillant sous terre pouvait sonner et ainsi attirer l'attention du gardien du cimetière. C'est ainsi qu'est né le célèbre usage des clochettes dans les enterrements, qui s'est répandu en Europe et en Amérique comme mesure de protection contre les enterrements prématurés et la peur subséquente du retour des morts. Ainsi, l'hystérie vampirique du XVe siècle n'était pas simplement une poussée de superstition, c'était un profond phénomène socio-culturel reflétant les peurs de son époque, la peur des maladies, de la mort et des phénomènes incompréhensibles que les gens tentaient d'expliquer par les moyens à leur disposition. Et le livre d'Augustin Calmès est devenu un exemple frappant de la manière dont même un scientifique pensant rationnellement pouvait involontairement renforcer la panique en fournissant à la peur collective une base presque scientifique. Maintenant que nous avons examiné l'hystérie du XVe siècle et ses prédispositions sociales, nous nous pencherons sur les aspects pratiques de ce phénomène, la véritable chasse aux vampires, les traités et les ensembles de chasseurs, ainsi que les cas où même les autorités et la police ont été contraints d'enquêter sur des rapports d'attaques de vampires. L'histoire des vampires et la croyance en leur existence n'ont pas pris fin avec l'achèvement de l'époque des paniques massives du XVe siècle. Au contraire, ce sujet a conservé sa popularité même à des époques ultérieures, prenant de nouvelles formes inattendues. L'un des personnages les plus marquants et inhabituels, ayant eu une influence notable sur la perception du vampirisme au début du XXIe siècle, était le prêtre et écrivain anglais Montague Summers, un homme mystérieux, flamboyant et très controversé. Montague Summers était une figure si singulière que sa vie et ses œuvres sont encore entourées d'une atmosphère mystique et de nombreuses rumeurs. Né en 1880, il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude du surnaturel, du mystique et de l'obscur. Prêtre par formation et par conviction, Summers ne considérait cependant pas la croyance aux vampires comme une simple superstition naïve. Au contraire, il était profondément convaincu que les vampires existaient réellement et représentaient un danger sérieux pour les humains. Cette conviction a transformé sa recherche en quelque chose de plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle a fait de ses livres un véritable guide vivant pour identifier et lutter contre les vampires. Montague Summers est devenu l'auteur d'une série d'ouvrages, dont le plus connu est un livre intitulé « Le vampire, son parent et son semblable », publié en 1928. Dans cet ouvrage, Summers présentait de nombreux exemples historiques, des légendes folkloriques et des cas réels. Il décrivait les signes d'un véritable vampire et analysait soigneusement les témoignages des témoins. Summers assurait aux lecteurs que les vampires étaient tout à fait réels et représentaient une menace qu'il fallait combattre par tous les moyens disponibles. Sa description des vampires était détaillée et précise. Il expliquait à quoi ils ressemblent, comment ils se comportent et quels signes doivent alerter les personnes
autour d'eux. Il croyait sincèrement en l'existence des vampires, ce qui rendait ses livres particulièrement convaincants et effrayants pour les lecteurs de l'époque. Summers ne se contentait pas de descriptions théoriques. Ses livres se sont en réalité transformés en véritables manuels pour l'extermination des vampires. Il expliquait en détail aux lecteurs comment se protéger, eux et leurs proches, des vampires, quels objets utiliser et comment effectuer les rituels de protection. Il accordait une attention particulière aux méthodes classiques, le pieu en bois d'osier, l'eau bénite, le crucifix et d'autres symboles religieux. Mais au-delà de ces recommandations traditionnelles, il proposait également des prières spéciales et des incantations de protection, affirmant qu'une lutte efficace contre les vampires n'était possible qu'en combinant force physique et protection spirituelle. Il est particulièrement intéressant de noter qu'en grande partie, grâce aux livres de Summers, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de véritables ensembles de chasseurs de vampires ont commencé à apparaître et à se répandre en Europe et en Amérique. Ces objets inhabituels et coûteux étaient vendus à des personnes fortunées, préoccupées par la réalité de la menace surnaturelle. Ces ensembles étaient fabriqués sous forme de magnifiques étuis, recouverts de cuir ou de velours, et contenaient des objets soigneusement sélectionnés pour lutter contre les forces du mal. On pouvait y trouver un pieu en bois d'osier avec un petit marteau en bois, soigneusement placé sur un rembourrage en velours, un flacon d'eau bénite, un crucifix en argent ou en fer, ainsi que des livres de prière et des textes spéciaux pour l'exorcisme des vampires. Il n'était pas rare que les ensembles contiennent même des pistolets avec des balles en argent, des objets plus familiers à notre imaginaire cinématographique, mais qui existaient réellement à cette époque et étaient activement vendus à des personnes saisies par la peur du surnaturel. Il est intéressant de noter que ces ensembles n'étaient pas de simples souvenirs à la mode ou des jouets. Beaucoup de leurs propriétaires croyaient réellement qu'ils pourraient un jour être confrontés à de véritables vampires et seraient contraints de les affronter pour sauver leur vie. Aujourd'hui, ces ensembles conservés sont vendus aux enchères et atteignent des prix très élevés, car ils sont devenus de véritables artefacts de l'époque, un reflet saisissant des peurs qui tenaient les gens en haleine, même dans une société relativement moderne et éclairée. Bien que la croyance aux vampires puisse sembler aujourd'hui un vestige du passé pour la plupart d'entre nous, il est en réalité vrai qu'au XXe siècle, les autorités officielles ont dû faire face à des rapports concernant des vampires. L'un des exemples les plus marquants, qui a suscité un large écho public, fut l'affaire de Londres dans les années 1970, connue sous le nom de vampire du cimetière de Highgate. Cet épisode ne s'est pas seulement intégré au folklore urbain, mais a également attiré l'attention de la police et de la presse, devenant l'un des événements les plus étranges et mystérieux de la Grande-Bretagne d'après-guerre. Au début des années 1970, les habitants du quartier de Highgate, à Londres, ont commencé à se plaindre massivement de phénomènes inexplicables et effrayants dans le vieux cimetière, l'un des plus célèbres nécropoles de la capitale. Les gens racontaient à la police avoir vu, la nuit, des silhouettes étranges, errant entre les anciennes tombes et les cryptes. Certains témoins affirmaient qu'il s'agissait d'un homme grand et sombre, vêtu d'un long manteau noir, dont le visage était pâle comme celui d'un mort, et dont les yeux brillaient d'une étrange lueur sinistre. D'autres disaient avoir vu une silhouette léviter au-dessus du sol ou disparaître sans laisser de traces dans l'ombre. La panique s'est rapidement répandue dans le quartier de Highgate et la peur des habitants a atteint un tel niveau
que la police a été contrainte de commencer une enquête officielle sur ces phénomènes étranges. La police a effectué des patrouilles nocturnes dans le cimetière, a interrogé des témoins et a tenté d'expliquer rationnellement ce qui se passait. L'une des hypothèses de travail de la police était que le vampire pouvait, en réalité, être une personne qui avait soit décidé délibérément d'effrayer les habitants, soit menait des rituels cultuels. Cependant, malgré tous leurs efforts, la police n'a pas réussi à trouver d'explication rationnelle ni à appréhender le supposé vampire. L'enquête a rapidement été close faute de preuves, mais la légende urbaine du vampire de Highgate a continué à vivre, attirant au cimetière des amateurs de mystique et des chasseurs de phénomènes surnaturels de toute l'Angleterre. Des événements tout aussi étonnants se produisaient sur un autre continent, en Amérique, bien plus tôt, au milieu du XIXe siècle. L'un des épisodes les plus retentissants et documentés de la panique vampirique en Amérique fut le cas de la famille Brown dans l'État de Rhode Island. Nous l'examinerons plus tard, mais pour l'instant, je vais vous parler d'un épisode moins connu, mais tout aussi révélateur, survenu en 1854 dans l'État du Connecticut, dans le village de Jowett City. À cette époque, un étrange et terrifiant épisode d'épidémie a commencé dans le village. Les habitants ont commencé à mourir massivement d'une maladie mystérieuse, accompagnée d'un fort épuisement et de faiblesse, s'éteignant littéralement sous les yeux de leurs proches. Les habitants, effrayés, ont rapidement lié cette épidémie à l'activité de leurs concitoyens décédés, soupçonnés de vampirisme. La panique a atteint une telle ampleur que les autorités rurales et les prêtres locaux ont autorisé l'exhumation officielle de plusieurs tombes pour vérifier si les défunts se transformaient réellement en vampires et aspiraient le sang de leurs proches vivants. Après l'exhumation de plusieurs sépultures, des corps ont été découverts, n'ayant pas subi de décomposition complète. Cela a servi de preuve convaincante pour les villageois, convaincus que les défunts étaient devenus des vampires. Les autorités locales, incapables d'arrêter l'hystérie et la panique massive, ont été contraintes d'accepter la réalisation de rituels spéciaux pour prévenir toute nouvelle contamination vampirique dans le village. Les corps ont été soumis à une procédure particulière. Extraits de leurs tombes, brûlés, puis leurs restes ont été réinhumés, ce qui, selon les croyances locales, devait libérer les habitants de la menace des vampires. Il est intéressant de noter que ces actions ont été documentées par la presse locale et les archives de l'État, devenant l'une des dernières exhumations officielles enregistrées dans l'histoire de l'Amérique, spécifiquement liées au vampirisme. Ces deux cas illustrent clairement que la croyance aux vampires ne se limitait pas seulement au lointain Moyen Âge. Même à une époque relativement éclairée, dans les pays les plus développés du monde, les gens étaient prêts à croire sérieusement au retour des morts et à recourir aux mesures les plus étranges, parfois même officielles, pour se protéger de leurs menaces présumées. La croyance aux vampires a été expliquée pendant de nombreux siècles par divers phénomènes mystérieux auxquels les gens étaient confrontés dans leur vie quotidienne. Alors que ces événements étaient autrefois perçus exclusivement comme mystiques et surnaturels, le développement de la science a permis de comprendre les véritables raisons derrière l'apparition des légendes de suceurs de sang. Des chercheurs modernes ont pu identifier plusieurs maladies et états spécifiques qui étaient auparavant facilement interprétés comme des signes de vampirisme. L'une des maladies les plus connues associées au mythe sur les vampires est la porphyrie. Il s'agit d'un rare trouble héréditaire du métabolisme, dans lequel l'organisme humain ne peut pas produire correctement l'hémoglobine. La maladie se manifeste par une sensibilité accrue à la lumière du soleil.
Même une brève exposition au soleil entraîne de graves brûlures et des ulcères sur la peau. Le visage et les membres d'une personne atteinte de porphyrie se couvrent de cicatrices et de cloques, tandis que sa peau prend une teinte anormalement pâle, suscitant suspicion et peur chez les autres. Cette maladie entraîne souvent des déformations des gencives. Les dents deviennent plus visibles et allongées, ressemblant à des crocs. Les personnes souffrant de porphyrie évitent la lumière du jour et mènent principalement une vie nocturne, ce qui, bien sûr, a engendré de nombreuses rumeurs effrayantes. Au Moyen Âge, et même plus tard, ces personnes devenaient souvent des victimes de superstitions, car leur état était perçu par les autres comme une preuve évidente qu'ils étaient de véritables vampires. D'autres maladies, telles que la tuberculose et la rage, ont également eu une influence significative sur l'émergence des légendes de vampires. La tuberculose, autrefois connue sous le nom de phtisie, provoquait chez les malades une perte de poids drastique, une peau extrêmement pâle, une faiblesse générale et une toux sanglante. La maladie était contagieuse et pouvait littéralement anéantir des familles entières en quelques mois, donnant l'impression que certains des défunts revenaient pour emporter leurs proches. C'est pourquoi, dans les villages touchés par l'épidémie, les gens commençaient à exhumer des tombes à la recherche des responsables de cette terrible maladie. Souvent, ils découvraient des corps de défunts qui, pour diverses raisons, n'étaient pas encore complètement décomposés, ce qui ne faisait qu'accentuer la conviction des habitants de la réalité des vampires. La rage était considérée comme une maladie particulièrement mystérieuse et effrayante en raison de son évolution rapide et des symptômes qui s'intégraient facilement dans la mythologie du vampirisme. Une personne mordue par un animal enragé pouvait devenir agressive, éprouver une réaction douloureuse à la lumière vive, montrer une activité nocturne et même entrer dans des accès de rage accompagnés de fortes convulsions et spasmes. Les victimes de la rage mordaient souvent les personnes autour d'elles, propageant ainsi la maladie, ce qui faisait que l'infection semblait être une malédiction mystique. Cela était également souvent perçu comme le résultat d'une attaque d'une créature surnaturelle, provoquant une véritable panique parmi la population. L'une des histoires les plus marquantes et documentées est celle de Mercy Brown dans l'État de Rhode Island, en 1892. C'est une histoire où la peur des vampires a directement croisé l'ignorance médicale. Dans la petite ville d'Exeter, la famille Brown a été confrontée à une tragédie lorsque d'abord la mère est décédée, suivie de sa fille aînée. Peu après, le fils cadet, Edwin, est tombé gravement malade, s'éteignant progressivement, tourmenté par la toux et la faiblesse. Les habitants de la ville ne pouvaient expliquer l'épidémie autrement que par le fait que l'un des membres décédés de la famille revenait de sa tombe pour aspirer la vie de ses proches vivants. Les soupçons se sont portés sur la jeune Mercy, âgée de 19 ans, décédée peu de temps auparavant de cette même maladie mystérieuse. Malgré l'opposition des médecins, les habitants ont insisté pour exhumer son corps, convaincus qu'ils trouveraient des signes de vampirisme. Lorsque la tombe a été ouverte, ils ont été stupéfaits. Le corps de la jeune fille, enterré en hiver et conservé dans un caveau froid, avait pratiquement échappé à la décomposition, et à l'intérieur de son cœur, on aurait découvert du sang frais. Pour les habitants, cela constituait une confirmation indiscutable que Mercy était revenue d'entre les morts et était un vampire. Dans une tentative d'arrêter la maladie, le cœur de la jeune fille a été extrait et brûlé directement au cimetière. Les cendres du cœur ont été dissoutes dans de l'eau et données à boire au malade Edwin, dans l'espoir que cela lèverait la malédiction
et que le jeune homme se rétablirait. Cependant, il est rapidement décédé, car la cause de tous ces décès était une simple tuberculose, contre laquelle de telles méthodes étaient complètement inefficaces. Cette histoire a été largement couverte par la presse américaine, devenant l'un des derniers cas officiels de superstition vampirique en Amérique et montrant à quel point l'ignorance médicale pouvait influencer la conscience des gens. Mercy Brown est entrée dans l'histoire comme la dernière vampire américaine, nous rappelant comment la peur des maladies et des phénomènes incompréhensibles pouvait engendrer les histoires les plus étonnantes et tragiques. Beaucoup pensent que la croyance aux vampires et les histoires qui leur sont associées appartiennent à un passé lointain, à l'époque médiévale, ou, à tout le moins, au siècle dernier. Cependant, la réalité s'avère beaucoup plus complexe et intéressante. L'image des vampires, ça n'a pas disparu, mais au contraire, elle a pris de nos jours des formes complètement nouvelles et inattendues. Au cours des dernières décennies, un phénomène appelé vampirisme moderne a émergé. Il s'agit d'une sous-culture réunissant des personnes qui se considèrent sincèrement comme de véritables vampires, ayant besoin de sang humain ou d'une énergie vitale particulière. Cette sous-culture possède ses propres communautés et même une organisation particulièrement populaire dans les grandes villes des États-Unis, du Royaume-Uni et dans certains pays d'Europe. Les vampires modernes ne se cachent pas dans des ruelles sombres, mais au contraire, se rassemblent ouvertement dans des clubs et des cafés, organisant des rencontres, des conférences et même des bals, comme le célèbre bal annuel des vampires à la Nouvelle-Orléans. Ils communiquent, discutent de leurs sensations et trouvent soutien et compréhension les uns auprès des autres. Beaucoup d'entre eux affirment ressentir un besoin physique de consommer régulièrement une petite quantité de sang humain. Cela n'est pas lié à la cruauté ou à la violence. Les donneurs acceptent volontairement cette procédure, subissent des examens médicaux rigoureux et le processus lui-même se déroule selon des règles strictes et avec le respect de mesures de sécurité rigoureuses. Les membres de la communauté croient que le sang leur procure une énergie et des forces vitales particulières qu'ils ne peuvent obtenir autrement. La science moderne considère de telles sensations comme faisant partie d'un phénomène psychologique complexe, connu sous le nom de syndrome de Renfield, nommé d'après un personnage du roman de Bram Stoker. Obsédé par l'idée de consommer du sang, les personnes atteintes du syndrome de Renfield ressentent une impulsion irrésistible pour le sang, croyant que sa consommation leur confère une force particulière, de la jeunesse ou même l'immortalité. Ce phénomène relève des troubles mentaux et est étudié par la psychiatrie contemporaine. Les psychologues sont convaincus que cela cache de profonds problèmes internes, des traumatismes vécus et le besoin de l'individu d'interagir émotionnellement, d'une manière particulière, avec le monde qui l'entoure. Cependant, tous ceux qui se déclarent aujourd'hui vampires ne consomment pas de sang. De nos jours, un autre type de vampirisme, appelé vampirisme énergétique, est largement répandu. Cela désigne des personnes qui éprouvent un besoin psychologique de se nourrir des émotions et de l'attention des autres. En général, ces individus trouvent un moyen de susciter chez leur entourage des émotions fortes, telles que la pitié, la peur, l'irritation ou la colère, et ainsi obtiennent l'énergie qui leur fait défaut pour mener une vie normale. De nombreux psychologues estiment que le vampirisme énergétique est un phénomène tout à fait réel, lié à des dysfonctionnements des relations émotionnelles et sociales, et qu'il se manifeste dans la vie quotidienne beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Un fait intéressant est que les communautés de vampires modernes qui existent aujourd'hui
militent activement pour la tolérance et s'efforcent d'expliquer aux autres que leur mode de vie n'est pas lié à la violence ou à la criminalité. Au contraire, ils soulignent l'importance du consentement du donneur, d'un contrôle médical rigoureux et de la sécurité absolue lors de la réalisation de leurs rituels inhabituels. Pour de nombreux membres de telles communautés, le vampirisme moderne est devenu un moyen d'auto-identification, de recherche de sens dans la vie et même une forme de thérapie. Aujourd'hui, nous avons entrepris un voyage fascinant à travers les siècles, les mythes et l'histoire réelle, en essayant de comprendre comment l'une des images les plus mystérieuses et attrayantes de l'humanité est née et a évolué. Des anciens démons et dieux aux peurs médiévales, de Vlad l'Empaleur aux communautés modernes de personnes se considérant comme des vampires. Nous avons vu à quel point les racines de ce phénomène sont profondes et variées. L'histoire des vampires est un miroir qui reflète nos peurs profondes, nos espoirs et nos tentatives d'expliquer l'inexplicable. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à bientôt lors des prochaines conférences.